L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, autour de l'argent des communes, de l'argent des maires, justement. Oui, est-ce que les communes ne souffrent-elles pas du désengagement de l'État? Est-ce que les communes aussi ont leur part de responsabilité? Quelques remarques, Eric qui nous dit. Oui, non seulement les collectivités embauchent à tour de bras, nous dit-il sur Twitter, mais en plus l'absentéisme des fonctionnaires atteint des records. On en a parlé tout à l'heure, notamment avec Jean-Luc Boeuf qui nous expliquait pourquoi au travers de cette étude Sofaxis. Christophe Florent qui nous dit, quand je vois les dos d'âne, les ronds-points qui sont sortis de terre, est-ce que les collectivités n'ont-elles pas aussi abusé? Ah oui, alors ça aussi, tiens, est-ce qu'il y a des choses un peu, des images d'Épinal quelque part, justement, on a l'impression que les collectivités se font plaisir à construire. Je pense que la question des ronds-points, Jean-Luc Boeuf. Oui, je pense que la question des ronds-points, c'est un bel exemple d'imagerie d'Épinal et de mythe absolu. Mais en réalité, ils ont été construits pour quoi? Ou plutôt, ils se sont traduits par quoi? Nous avions 12 000 morts sur les routes en France en 1990, nous en avons 4 000 aujourd'hui. Quand on voit les ronds-points qui ont été construits, qui permettent le passage des bus, le passage sécurisé, le passage des routes en transit et des camions, et qui évite de conduire, de construire, de déniveler et de limiter les vitesses, les ronds-points sont une réussite en termes de sécurité publique. Patrick Coquidet, BFM Business. Je ne voudrais pas être un petit peu le mauvais augure, mais non, mais beaucoup d'investissements, et c'est très important, y compris pour les entreprises de BTP et autres, mais il y a de l'investissement et ensuite il y a du fonctionnement. Vous créez une salle des fêtes, c'est magnifique, vous avez des subventions, des financements, mais ensuite, tous les ans, il va falloir la faire fonctionner, la salle des fêtes. Donc l'investissement, c'est pas non plus le Graal. Il faut bien voir qu'en termes de dépenses, le fonctionnement, c'est très important et il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'investissement. Mais je vais vous dire, alors Stéphane Baudet, maire de Courcouronne, à côté d'Evry. Ce que vous dites est intéressant parce que ayez conscience quand même que quand nous investissons, que nous recréons en équipement, par exemple, nous diminuons très sensiblement à chaque fois que nous créons un nouvel équipement, justement les coûts de fonctionnement. Soit parce qu'on rationalise, on le fait de plus en plus avec l'intercommunalité, soit parce que on avait des équipements en déperdition énergétique qui étaient des catastrophes depuis des lustres, et puis quand même, c'est un petit peu comme les dodanes et les ronds-points, c'est sympathique de nous faire porter le chapeau. Mais enfin, venez avec nous sur le terrain faire une visite de quartier. Vous allez voir quelle est l'expression des habitants. Vous savez, on critique souvent les élus, mais les habitants ont les élus qu'ils méritent. Je veux dire, si on fait des travaux dans les communes, c'est parce que ces travaux sont sollicités. Alors, croyez-moi, on en fait bien moins que ce qui nous est demandé. C'est un petit peu comme quand je lis des articles de presse sur le fait qu'on saupoudrerait trop de subventions à nos associations. Est-ce que vous avez déjà vu un maire débarquer dans une association et dire combien vous voulez de subventions? Non, on reçoit des demandes de subventions qui sont en systématique augmentation et après on arbitre en dessous de ce qu'ils nous demandent. Denis Durand à la tête d'une ville rurale du département du Cher, Bingy-sur-Cran. Oui. Répondez à cette polémique sur les ronds-points. Moi, j'ai pas les moyens de me faire des ronds-points. Au niveau intercommunal, nous avons un gymnase qui est aujourd'hui obsolète, qui ne répond plus aux normes de sécurité, et nous n'avons pas les moyens de... Aujourd'hui, nous n'avons pas réuni, après 3 ans de recherche, tous les financements pour avoir un gymnase qui permette à nos collégiens de faire du sport. Alors justement, on va voir dans un instant est-ce que la pression fiscale va s'accroître justement sur la tête des habitants, des communes. Simplement, je voudrais qu'on revienne sur ce salon des maires de France qui a été inauguré ce matin par Gérard Larcher, le président du Sénat, qui va se poursuivre encore pendant 2 jours avec le discours de Manuel Valls jeudi soir. Salon des doutes pour des maires, mais qui en profitent bien entendu, et c'est avant tout l'objet de ce salon, pour faire du shopping. Le reportage de Jean-Baptiste Huet. Des lames de chasse-neige, des saleuses, des véhicules de nettoyage de rue, des cloches pour les églises, des feux rouges. Le Salon des maires de France regroupe plus de 800 exposants. Le but du jeu, c'est de convaincre les maires de dépenser pour équiper leur commune. Et pour ça d'ailleurs, rien de mieux qu'un petit buffet. Mais beaucoup d'élus sont aussi sensibles à l'innovation. L'entreprise Charvet en profite. Ce groupe installé dans la région lyonnaise fabrique des panneaux lumineux, idéal pour transformer une place de village en Times Square. Dans leur carton cette année, un poteau indicateur interactif. Denis Gapski est un des commerciaux de l'entreprise. C'est un nouveau concept qui s'appelle e-Girouette, qui est un panneau, on va dire, de signalisation dynamique, interactif, qui va vous permettre de vous d'orienter les automobilistes, voire les piétons, à des endroits où il y a une manifestation et donner sa direction. Et vous avez une possibilité d'être en interactivité avec l'e-Girouette qui va vous permettre d'orienter vers un restaurant que vous recherchez, qui est dans le secteur. Sur le stand, les maires sont au rendez-vous, les allées du salon sont d'ailleurs pleines, mais malgré tout, les inquiétudes sont vives.
car Charvette Industrie travaille avec plus de 2000 communes. C'est 60% de son activité. Or, les 12 milliards et demi d'euros de baisse de dotation pourraient bien venir gripper la mécanique. Voilà, donc reportage de Jean-Baptiste Huet. C'est vrai que la baisse de cette dotation globale de fonctionnement, bon, elle remet en cause la capacité d'investissement. Vous nous l'expliquiez il y a un instant, hein, pour notamment les 3 ans à venir. On verra ce qui se passe après 2017. Est-ce que certaines communes sont au bord de la faillite, sont en voie de paupérisation? Tiens, Jean-Luc Boeuf, vous connaissez bien les collectivités locales. Alors déjà, un petit rappel historique, le nombre d'accidents financiers de communes est rarissime en France. Et on se rappelle aujourd'hui encore en 2014, en fin 2014, le cas d'Angoulême, le cas des remontées mécaniques dans les Alpes. Puis les emprunts toxiques dans les années 2010. Mais en réalité, le contrôle exercé par les autorités de l'État et des chambres des comptes est tel sur les budgets des collectivités locales que la notion de faillite à l'américaine n'est pas possible en France. Et c'est tant mieux. Donc cela veut dire que vous avez un amortisseur à la sortie en raison de la sévérité de la norme budgétaire et comptable qui est un garant de la bonne gestion à un moment donné des collectivités locales. Mais je voudrais revenir un instant sur la question des fonctionnements équipements, puisqu'on est à la charnière sur la gestion du budget. Dans le passé, lorsqu'il y avait beaucoup de cofinancement, celui qui était maître d'ouvrage de l'ouvrage à construire sollicitait des subventions d'investissement et faisait son affaire des dépenses de fonctionnement. Et pour cela, il recrutait. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Nouvel élément du changement de paradigme. Patrick Coquillet, sur ces communes justement, en faillite ou pas? Oui. J'ai un peu critiqué tout à l'heure les collectivités, mais il faut reconnaître que par rapport à l'État, les collectivités locales ne peuvent pas faire de déficit de fonctionnement. Et ça, c'est déjà un plus. Si l'État pouvait ne pas le faire, on le saurait. Que l'État est en déficit depuis 40 ans. Hein. Voilà. Alors que là, c'est vrai que l'endettement, c'est pour les investissements. Faut le rappeler peut-être. Mais qu'est-ce que vous dites, Denis Durand? Depuis qu'il a renoncé à gérer sa monnaie. Ah ben ça c'est autre chose. Oh là, on va pas ouvrir le débat sur la monnaie, la loi de 1973, pour être un peu plus... les prérogatives de la Banque de France. Oui, non mais simplement, je voudrais qu'on reste simplement sur les communes, parce que j'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Et grâce à vous, justement, on découvre un petit peu ce fonctionnement. Pour être un peu provocateur sur la question financière, c'est justement parce que les collectivités doivent avoir un budget à l'équilibre en fonctionnement qu'elles ont appuyé sur le levier fiscal pendant 40 ans. Et donc le côté négatif du faible endettement des collectivités locales, c'est un recours massif à la fiscalité dans les années 80 et 90 pour équilibrer les budgets à l'entrée. Et c'est cela aujourd'hui que ce qu'on peut appeler le carteron dans les territoires. Le carteron, c'est vous et moi, selon que nous soyons contribuables, usagers, électeurs, citoyens, et à la rencontre desquels les maires et les candidats vont pendant les campagnes électorales. Avec une difficulté majeure, c'est que cette action sur le levier fiscal pendant plus de 20 ans nous donne en la matière très peu de marge de manœuvre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous pose souvent la question, on le voit bien dans le reportage que vous avez diffusé tout à l'heure, est-ce que nous allons actionner le levier fiscal sur des communes comme la mienne? C'est juste aujourd'hui impossible. Enfin, j'ai le 4e quartier le plus pauvre de l'Essonne, j'ai plus de marge de manœuvre en la matière. Et du coup, les collectivités, les élus sont piégés par la fiscalité, par un refus, par une non-possibilité et par l'endettement, puisqu'elles ont beau être faiblement endettées, comme pour avoir des recettes d'investissement en endettement, il faut pouvoir les payer plus tard, et bien qu'elles ne le pourront plus puisqu'elles ne dégagent plus de marge de manœuvre en fonctionnement, la machine risque d'être bloquée. Alors, les impôts, la fiscalité quand même, et on en avait parlé avec vous, Patrick Coquillet, lorsque François Hollande avait annoncé à la télévision qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts sur qui que ce soit. Il l'avait dit, il avait été un peu contredit provisoirement par son secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, lequel s'est amendé, corrigé. Bon, très bien, on ne revient pas sur cette polémique. N'empêche, que voit-on pour 2015? Des impôts locaux qui flambent, plus 0,9% des valeurs locatives qui servent de base aux impôts locaux. La possibilité donnée aux départements d'augmenter leurs droits de mutation à titre onéreux, les frais de notaire, de 3,8 à 4,5%. La hausse des taux sur les logements vacants, la revalorisation des recettes grâce à la révision des bases cadastrales. On dit qu'au total, les recettes devraient augmenter de presque 6 milliards en 2015. Les recettes des collectivités locales. Mais ça, à cause de qui? À cause de l'État, justement. En partie à cause de l'État, parce que vous avez parlé effectivement de la revalorisation des valeurs locatives, c'est-à-dire ce qui sert à calculer les impôts. Alors, effectivement, elles vont augmenter de 0,9%. En gros, c'est l'inflation, mais chacun sait que l'an prochain, l'inflation sera plus faible. Donc, de facto, il y aura une augmentation du volume des impôts. D'ailleurs, vous prenez le projet de budget 2015, il y a un chiffre qui est de 3,3% d'augmentation du produit de la fiscalité locale. Donc c'est à peu près comme en 2013, mais c'est quand même 3,3%. C'est plus important que l'augmentation des produits des impôts d'État. Effectivement, vous rappeliez, François Hollande a dit qu'il n'y aurait pas de nouveaux impôts. Alors, je voudrais faire une petite précision. Vous parlez des impôts locaux, mais savez-vous qui est le premier contribuable local de France? C'est l'État. Parce que quand on parle des impôts locaux, effectivement, on dit que c'est le contribuable local qui va payer. Oui et non, parce que en gros, un quart des impôts locaux
sont payés par l'État via le système des exonérations, des dégrèvements. Alors finalement, c'est la décision qu'il a prise. Bien sûr, bien sûr. Finalement, c'est le contribuable national qui paye une partie des impôts locaux. Alors souvent, c'est le même. Mais ce qui est normal, c'est comme la question de la DGF. C'est pas une dotation qu'on nous livre comme ça. Enfin, c'est une dotation qui est née aussi d'un acte de décentralisation sur lequel on nous a transféré des compétences il y a 30 ou 40 ans avec des moyens qui vont avec. Donc il y a une cohérence à cela. Est-ce donner un petit Jean-Luc Boeuf, vous qui dirigez les services généraux de la ville de Quimper, est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement cette charge supplémentaire de fiscalité, inéluctable, parce que voilà, il y a des déficits à creuser, elle va passer uniquement par les collectivités territoriales et donc notamment par les communes? Alors, je ne parle pas au nom du maire, puisque je suis directeur général des services, mais en tout cas, dans le mandat du maire qui lui a été confié, Ludovic Jolivet, maire de Quimper depuis mars 2014, la question de la fiscalité zéro faisait partie au cœur de ses engagements de campagne. Il le rappelle tout le temps, et dans la préparation du budget 2015, nous travaillons en fiscalité zéro. Et c'est un petit peu ce que l'on disait pour faire un retour au début de l'émission. Alors comment on fait alors ? Quand on a promis de la fiscalité zéro, mais que parallèlement, donc, il y a toutes sortes de taxes qui s'ajoutent. C'est habituer son contribuable, usager, électeur, citoyen à faire moins avec moins. Il est là le cœur du débat. On ne peut plus expliquer aux gens qu'on va faire plus avec moins ou mieux avec moins. Et on coupe quoi, par exemple, ce que vous nous disiez tout à l'heure? Ce sont les différents exemples qui ont été donnés. Ça va des illuminations, ça va à la moindre utilisation des équipements publics quand on peut les fermer, certains jours de la semaine, ça va au durcissement des conditions de remplacement des agents. C'est un tas de petites sommes. Ce qui va au demeurant creuser les inégalités territoriales. C'est pour ça que je parlais de paupérisation. Ça va s'accélérer. C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui vont pouvoir faire des économies, il y a des territoires qui n'auront pas besoin de les faire, et il y en a qui seront vite étouffés. Et à ça, et c'est un leitmotiv, vous allez nous dire, Denis Durand, des élus rencontrés par Jean-Baptiste Huet, qui me le racontait, les rythmes scolaires, justement. La réforme des rythmes scolaires qui, nécessairement, fait peser une charge supplémentaire sur les communes. 200 € par élève. Voilà, et alors le problème, c'est qu'il y a des grosses communes qui peuvent très bien faire face, et puis des petites communes pour lesquelles s'occuper des activités périscolaires pour les petits-enfants, nécessairement, vous avez probablement dû embaucher dans votre commune de 500 habitants dans le Cher. J'ai embauché, mais j'ai fait aussi payer les parents, parce que j'avais pas d'autre solution. Pas d'autre solution. C'est là qu'on voit qu'il y a la fracture territoriale. Alors que la réforme des rythmes scolaires, si elle est une bonne chose de passer à 4 jours et demi par semaine, c'était à l'État de prendre ses responsabilités, c'était à l'Éducation nationale de revaloriser les enseignants pour que les enseignants restent jusqu'à 16h30. Mais aujourd'hui, il y a une disparité. Il y a des communes qui ne font que de la garderie. Elles n'ont pas les moyens de faire autre chose. Moi, dans ma commune, j'ai réussi à trouver des professeurs qui sont payés à la vacation, mais beaucoup de communes n'arrivent pas à trouver les diplômés BAFA. Donc aujourd'hui, il va y avoir un écart considérable entre les enfants du monde rural et les enfants du monde urbain. Et c'est grave pour la République. Aussi. Puisqu'on est là pour Stéphane faire... Baudet, qui est élu d'une commune urbaine, l'Essonne, dans puisqu'on est là pour faire œuvre de pédagogie, cette affaire de la réforme, par exemple, pour que les habitants, les concitoyens qui nous regardent comprennent bien, quand nous avions avant une étude qui était tenue par un enseignant, pendant cette heure d'étude, l'enseignant n'était plus employé de l'Éducation nationale, mais de la collectivité, de la mairie. Et son taux horaire est 3 à 4 fois supérieur à celui d'un animateur. Et donc forcément, qu'est-ce qui va se passer quand on va faire des économies? On va plus mettre un prof pour faire les études, et c'est un animateur qui n'a pas le niveau qui va le faire. C'est toute cette petite dégradation en chaîne, alors même que sur des villes comme les nôtres, nous travaillons à l'éducation depuis 15 ans, nous faisons de la politique de la ville, nous faisons de la réussite éducative, etc. Et du coup, on va petit à petit redétricoter tout ce qu'on a réussi. Cette dégradation, ce sondage Opinionway qui montre que 80% des maires trouvent difficile d'exercer leur mandat, spécialement dans les petites villes, complexité des dossiers, lourdeur de la charge de travail, absence de statut d'élu, manque de moyens financiers. Est-ce qu'il y a une crise des vocations, justement? Est-ce que maintenant, pour devenir maire, on trouve de moins en moins de candidats? Par exemple, Denis Durand, vous êtes élu local. Ce qu'on oublie, c'est que le monde rural vit du bénévolat. Oui. Et aujourd'hui, on a 500 000 conseillers municipaux bénévoles. C'est quoi votre métier, vous? Moi, je suis fonctionnaire territorial. Enfin, fonctionnaire territorial, d'accord. Et vous arrivez à faire les deux, à cumuler les deux? Je suis à temps partiel comme fonctionnaire territorial. C'est du temps plein, Stéphane Baudet, depuis 2001. C'est obligatoire sur une ville comme Courcouronnes, bien sûr. Oui, alors... Quand on est maire, est-ce qu'on suit une formation, en fait? Ah non, on fait pas l'école des maires. Non. Non, vous savez, parce que les dossiers sont de plus en plus complexes, vous nous l'avez expliqué. Exactement, mais vous savez, être maire, c'est souvent être élu relativement incompétent, avec le devoir de prendre des décisions sur une cinquantaine de métiers différents face à des gens qui savent mieux que nous.
C'est ça notre job d'élu. Il faut aussi que les habitants le comprennent bien. Et la démocratie, vous le disiez, 512 000 élus en France, dont près de 90% qui ne touchent pas un centime et qui sont des bénévoles. C'est aussi ça la démocratie française. Et ce qu'on est aussi en train de mettre en danger à travers tout cela, c'est ça. Parce que l'échelle démocratique de 2020, celle où on va être dans des grandes agglos, dans laquelle nos villes n'auront plus les moyens, dans laquelle nos villes auront sans doute transféré beaucoup de compétences aux intercommunalités, on ne sait pas bien à quoi ça va correspondre. Or, vous le disiez tout à l'heure en début de propos, le seul élu qui représente encore quelque chose pour le français, c'est le maire. Or, c'est celui qui, dans 5 ou 6 ans, rappelons quand même qu'à travers la loi Allure, notamment en 2017, la compétence la plus importante dans la commune, c'est-à-dire l'urbanisme, sera transférée à l'intercommunalité obligatoirement. Petit amendement à l'Assemblée nationale la semaine dernière, où il fallait au-dessus de 100 000 habitants, ça va devenir obligatoire. Je le rappelle comme ça. Ça veut dire qu'on va avoir complètement déstructuré la seule échelle démocratique et la seule échelle de collectivité qui est encore en lien avec les habitants. Alors, ça pose question. Justement, le redécoupage territorial est aujourd'hui, mardi, une date importante, puisque l'Assemblée nationale a voté justement le nombre de 13 régions au lieu de 22. Alors après, reste à savoir quelles seront les capitales des régions respectives. Ça un sac de nœuds, évidemment, qui se profile, Montpellier, Toulouse, etc. Bon, bref, je vous passe des détails. On reste sur les collectivités locales. Jean-Luc Boeuf, de quelle manière les communes, elles sont concernées? De quelle manière l'État pousse à des regroupements, justement, entre communes? Il y a 36 700 communes, on le rappelle, dont la plupart, ce sont des communes de moins de 500 habitants. 54%, c'est vous, notamment, donc, à Bingey-sur-Cran, dans le Cher. Jean-Luc Boeuf. Peut-être pour commencer de dire que la décentralisation, pour nos concitoyens, c'est 3 choses. Ce sont des territoires, ce sont des compétences et ce sont des moyens humains et financiers. Et ce qu'il y a d'un petit peu schizophrénique dans la réforme actuelle, c'est qu'on diminue les recettes des collectivités locales, elles peuvent l'accepter au regard de la situation nationale. On leur demande de faire des efforts sur les moyens humains et financiers, elles peuvent le faire. Mais qu'on aille détricoter les territoires, alors qu'en période de crise, le maire reste l'élu de référence. Les services publics sont partis, les entreprises sont parties, les entreprises publiques sont parties. L'État est parti. L'État est parti. La gestion d'une collectivité locale en 2014, avec il y a une quinzaine d'années, c'est fondamentalement différent. Il y a 15 ans, vous alliez voir l'État au niveau de la préfecture pour les dotations globales d'équipement, pour les gros programmes à réaliser. Aujourd'hui, c'est fini. Donc ce qu'il y a d'un petit peu schizophrénique, c'est cette réforme territoriale. Et j'ai envie de dire qu'on a un paradoxe en France. Et 36 700 communes, 40% des communes de l'Union européenne. Est-ce que ça se justifie encore en 2014? Denis Durand. C'est une richesse pour la France. C'est un atout. C'est ça parce que vous êtes maire d'une ville de 500 habitants. C'est 500 000 conseillers municipaux bénévoles. Je veux dire, aujourd'hui, dans l'intercommunalité, nous n'aurons jamais ce bénévolat. Ça n'existera pas. Les gens s'identifient à leur commune. Ils sont prêts à faire beaucoup de choses. C'est pour ça que on a un coût par habitant qui est bien moins élevé. Patrick Coquillet et ensuite Stéphane Baudet. On ne peut pas dire à la fois on est trop petit pour faire beaucoup de choses et pleurer parce qu'on veut vous regrouper. Je veux dire, c'est vrai que les gens ils sont attachés à leur commune même si elle est petite, mais finalement, est-ce que ça les dérange vraiment qu'il y ait un syndicat intercommunal, une intercommunalité? Je prends l'exemple par exemple du Grand Lyon. Le Grand Lyon, à l'initiative de Gérard Collomb, à l'initiative du Conseil général du Rhône, le 1er janvier, le Grand Lyon va devenir la métropole de Lyon. 59 communes. Ils vont reprendre une partie des compétences du département du Rhône, notamment en matière de social, en matière de logement. Le Grand Lyon, c'est 1 200 000 habitants. Ça va peser lourd. Est-ce que ça va pas être beaucoup plus efficace, justement? Mais l'exemple est excellent. Alors allez-y, le Grand Lyon s'est fait à la volonté des élus sur presque une trentaine d'années. C'est pour ça que j'ai cité. Non mais c'est ça qui est intéressant. La difficulté pour vivre les débats de Paris Métropole, de la MGP, etc. ici, c'est qu'on le fait à marche forcée sur un timing qui est très très court. L'exemple qu'on cite systématiquement, c'est Lyon. On en cite aussi en Alsace. Mais ça s'est fait à la volonté locale, ça s'est fait sur la base de projets et ça s'est construit culturellement au fil des années. C'est ça qui est important. Là où je veux rebondir sur mon collègue, c'est que... Oui, parce que la question du bénévolat, elle est fondamentale. Je veux dire, faire croire aux Français que parce qu'il y a 36 700 communes, ça pèse considérablement sur les finances de l'État, c'est un leurre. C'est un leurre. Comme celui d'ailleurs qui consisterait à dire, en faisant disparaître demain matin les conseils généraux, on va faire des économies. Non, il y a des fonctionnaires dans les conseils généraux, et même si vous faites disparaître les conseils généraux demain matin, les fonctionnaires seront là, et il faudra les mettre ailleurs. Rappelons, je voudrais juste finir là-dessus, que les élus municipaux en France, qui encore une fois pour plus de 90% sont entièrement bénévoles, ce sont des profs de sport, ce sont des présidents de syndics, ce sont des représentants de parents d'élèves. Comment on recrute les élus sur notre liste au municipal? Je dirais, on prend des gens qui sont des bénévoles qui fonctionnent sur le territoire communal. Et bien si demain matin vous n'êtes que dans des grandes agglomérations, vous allez tuer ce bénévolat dans un pays qui souffre déjà d'un manque de renouvellement de bénévoles. Un mot, Denis Durand et Jean-Luc Boeuf, et puis on se retrouvera dans un instant, on parlera de fracture numérique justement dans les territoires. L'intercommunalité,
créé bien avant les lois sur les communautés de communes. On a fait des syndicats d'électrification qui ont une centaine d'années, syndicats d'éduction d'eau, mais ce qu'il y a, c'est que c'est les élus qui l'ont fait librement au niveau local. Il faut du cousu humain, il ne faut pas du prêt-à-porter et des organisations taillées à la sierpe. Les communes ont donc encore un avenir, Jean-Luc Boeuf. Bien sûr, et l'exemple entre Paris et Lyon, il est phénoménal. Lyon, parce qu'il a été expliqué, une volonté d'une quarantaine d'années. Paris, songeons que ce qui est en train de se préparer pour l'intercommunalité vise à confier à cette interco tout, sauf ce qui fait une interco moyenne en province. Je m'explique. Les ordures ménagères, ça n'y est pas. L'aménagement, ça n'y est pas. L'électrification, ça n'y est pas. Le logement, ça n'y est pas. Ça sera qui tout ça? D'autres syndicats ou l'État. Ouais. Les transports, ça n'y est pas. Donc on construit en Ile-de-France une espèce de méga intercommunalité qui est une coquille vide. C'est la raison pour laquelle aucune association, aujourd'hui, aucune institution n'est capable de faire la démonstration que la réforme territoriale actuelle fait des économies. Personne n'est capable de le dire aujourd'hui. Justement, on verra dans un instant, dans ce contexte de chasse aux économies, eh bien, qu'en est-il de la fracture numérique, du désert numérique dans les communes, par exemple chez vous, dans le département du Cher, vous nous expliquerez justement, ou ailleurs, je ne sais pas, en Ile-de-France probablement, près d'Evry. On va retrouver dans un instant Jérôme Valu, qui est associé chez ICP Consulting, et puis nos élus, nos maires, nos spécialistes des finances publiques locales. Restez avec nous, les décodeurs de l'écho reviennent sur BFM Business, à tout de suite. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.